match, ça y est, voilà la première. Oh, c'est le meilleur scénario pour le Racing. La première 27. Et voilà, je suis très content et je remercie les supporters. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le club 1906. Un derby remporté pour commencer, une équipe plus large et peut-être plus forte que par le passé. Une saison quasiment européenne pour nous enthousiasmer. Ça y est, la saison 2 de Liam Rosenior est désormais lancée. Soyez les bienvenus, on est ensemble cette saison encore, tous les lundis, pour vous débriefer les matchs du Racing Club de Strasbourg. Et avec à mes côtés ce soir, une équipe inchangée, à commencer par Julien Conrad. Salut Julien. Salut tout le monde. Comment vas-tu? Plaisir de te retrouver, bien sûr, après des mois et cette trêve entre les deux saisons. Réciproque, on va dire. Ouais. C'est mieux. À l'antenne, c'est mieux de dire que c'est réciproque. C'est vrai, parce que j'ai dit le contraire avant. La caméra, je suis gentil. Bon, t'as suivi un petit peu les matchs amicaux du Racing ou t'as coupé complètement? J'ai très très fortement coupé. J'ai dû regarder 10-15 minutes contre Nancy et un petit bout, c'était Fenerbahçe Galatasaray. Et hier. Et ça s'arrête là, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non. T'as vu le match de Metz, on est là notamment pour parler de cette rencontre à côté de toi. Mohamed Seliti, bien sûr. Salut Momo. Salut Dorian, salut tout le monde. Comment tu vas? Écoute, ça va. Très bien. Pareil, t'as coupé aussi, t'es parti en Ouais, vacances? j'ai coupé, je suis parti en vacances, j'ai coupé net même. Je crois que j'ai regardé une mi-temps, le dernier match contre Mayence, il me semble. C'était pas votre problème le Racing, c'était? Non, mais on avait des tellement bons retours et des bons résumés en fin de journée de ta part, donc ça nous suffisait pour rester un peu à l'affût de ce qui se passe au Racing. Bon, par contre, vous avez coupé avec le foot, mais avec le sport, vous avez pas coupé, non? Bonne résolution, c'est la rentrée, donc on s'est remis au sport. Effectivement, on a une petite gourde sympa de chez Surface Coaching. On t'appelle ça du sport, toi? Ah bah, tu confirmes, non? Plus que du sport. Ah ouais. Bon, on s'est permis de faire une séance de sport juste avant l'émission, histoire de relâcher un peu la pression. Et voilà, c'est une salle qui a ouvert à Bernsbergen. Très bonne salle d'ailleurs, que je vous conseille fortement. C'est du coaching personnalisé, un peu différent d'une salle de sport classique, où le coach Nasser s'adapte à tous les niveaux, à tous les objectifs. Donc vraiment, moi, je trouve mon plaisir là-bas et j'y vais 2 fois par semaine en moyenne. Et on a les mêmes, la même fréquence cardiaque. La même fréquence cardiaque en même temps, c'est un truc de Incroyable. Ça veut dire que vous avez le même niveau? Qu'est-ce que ça induit? Ça veut dire qu'on a les mêmes capacités. exceptionnel. Voilà. Donc c'est Bernsbergen, ça vient d'ouvrir il n'y a pas très longtemps. Et donc je vous le conseille vraiment, c'est sympa et puis c'est vraiment personnalisé. Il n'y a pas la salle de sport classique où on a les regards un peu bizarres de certaines personnes, ou les bruits, ou les miroirs. Là c'est différent. On est là pour progresser, travailler à son niveau et on est suivi de près par un pro. Et en face de vous, vos collègues, à commencer par Jonathan Elbling. Salut Jonathan. Salut Dorian, salut tout le monde. Comment vas-tu après cette trêve? Bah écoute, un peu comme tout le monde, une bonne coupure qui a fait beaucoup de bien. Moi j'ai pas fait de sport aujourd'hui par contre, je vais rester sage d'ici. Non, tout va bien. Boris Coriol, à côté de toi. Salut Dorian. Comment vas-tu? Plaisir de retrouver le propriétaire des lieux. Ouais, bah ça fait plaisir de vous revoir pour commencer cette saison. Oui, tu nous accueilles cette saison encore, ici au siège de Numérise à Heurt. Et on est ravis d'être avec toi encore cette saison. Les amis, vous connaissez la petite musique. N'hésitez pas à partager cette émission pour la faire connaître au plus grand nombre. On était plutôt touchés quand même de voir certains messages cet été nous demandant quand on allait reprendre l'émission. On n'a pas fait d'émission avant la saison, avant le match de Metz. Mais la première est donc pour débriefer cette victoire acquise 1-0 hier dans le derby de l'Est. Je vais me tourner tout d'abord à droite, chez vous, messieurs. Vous demandez qu'est-ce que vous avez pensé de cette victoire. Il y avait beaucoup d'attentes. Le mercato a été dense. On va en parler aussi. Mais ça fait toujours plaisir de commencer par une victoire.
C'est un vrai match de reprise en fait. J'attendais pas beaucoup plus en termes d'intensité et de rythme, sachant qu'en plus il manquait du monde. Maintenant il manquait du monde qu'on connaît pas. Donc, non mais voilà, ce que je veux dire par là c'est que les absents étaient quand même nombreux, mais on ne les a pas encore vus vraiment à l'œuvre. Donc c'est une victoire logique pour moi il n'y a pas débat. Je trouvais Metz quand même faible pour ce début, mais voilà, on a vu des choses intéressantes, on va dérouler après, mais j'attendais pas beaucoup plus d'un match de reprise. Pourtant, c'était pas évident, victoire étriquée acquise à la fin, mais bon, le principal a été fait dans un derby en plus. Pour certains, ça compte plus que les autres matchs. Ouais, on va retenir le résultat, même si cette équipe de Metz, je suis d'accord avec Julien, c'était quand même un niveau assez faible. D'ailleurs, je les vois vite redescendre, à mon avis. Je les vois pas faire le feu en Ligue 1 cette année. Mais voilà, c'est pas simple de jouer contre une équipe qui défend, qui avait le bloc bas quasiment tout le match. Il fallait trouver les opportunités, les solutions. On a réussi à le faire en étant patient, chose qu'on n'avait pas vue au Racing l'année dernière en début de saison. On voyait cette équipe un peu tout feu, tout flamme, qui partait dans tous les sens. Là, on a sorti une équipe avec un peu plus d'expérience, j'ai envie de dire, et qui était patient, donc qui attendait le bon moment pour pouvoir les achever, puis c'est ce qu'on a fait. Ça va être une des questions aussi de cette saison. La saison passée, Strasbourg a fini 7e et nous a tous impressionnés par son jeu et a rayonné au-delà des frontières françaises. La question qu'on peut se poser cette saison, c'est doit-on être plus ambitieux, comme c'est la communication du club qui est en ce sens? Comment on peut être plus ambitieux en étant 7e? C'est le sport, il faut être ambitieux dès le départ, ce dont tu joues pas un championnat. Ça, c'est déjà une certitude. Et avec le squelette, en tout cas l'équipe qui avait en place l'année dernière et les renforts, ils peuvent que être ambitieux. On sent clairement qu'il y a une maturité qui est en train de se créer dans cette équipe. Enfin moi, pour ma part, il y a certains joueurs qui m'ont vraiment plu. Qui par exemple Sarr, la défense, et le nouveau également, Augsberg. C'est bien. La première prononciation est la bonne. Ouais. On ira en face tout à l'heure, je suis pas sûr comment... Dorian, est-ce qu'on va vraiment parler de prononciation quand on parle de Brøndby, s'il te plaît? Ça ira ou pas? Parce que si tu veux commencer à balancer, on peut y aller. Pour l'instant, j'ai pas fait d'erreur. Pas encore. Voilà. Pas encore. Si, t'as accroché un peu ton intro. J'étais surpris d'ailleurs. Oui, déçu même. C'est le temps de redémarrer. Non, mais il a très bien, en tout cas, il a très bien prononcé Augsberg. Augsberg. Ouais. Non, mais moi, ils m'ont impressionné les deux. Et pourtant, jeune, Sarr, on le connaissait l'année dernière. Il a quand même prouvé par A plus B que c'était un grand joueur, même s'il y avait encore beaucoup de travail à faire. Mais Augsberg, c'est son premier match, si je ne me trompe pas. Parce tout à fait. Il a fait aucun match amical. Et franchement, c'était propre. Après, il n'y avait pas grand-chose à faire aussi avec Metz, parce qu'ils n'ont pas... Il y a eu quelques occasions, mais eux, de leur côté, ils ont tout stoppé, tout arrêté. Les relances, c'était propre, il n'y avait rien à dire. Donc, de belles surprises. Jonathan Lebling, tes premières impressions de la saison? Moi, je suis très content parce que premier match de la saison, tu as quand même un effectif qui a un petit peu bougé. Tu sais pas trop sur quel pied danser avec beaucoup d'absence. Non, vraiment, on va pas se mentir. À un moment donné, on s'est un peu ennuyé dans le match, mais on a bien fini. Assez paradoxalement, je pensais qu'avec la prépa qu'on allait avoir, on allait être un peu dans le dur. Mais non, les joueurs sont prêts. On fait mal physiquement. Donc, moi, je suis content. Vraiment, pour ce premier match, j'espérais une victoire. 1-0, on prend. Si on gagne le prochain match 1-0, on prend aussi, quoi. Plateau plutôt unanime. Pourtant, le Racing a eu des difficultés, de par le score, de par le jeu aussi. Metz a quand même plutôt bien défendu. Il y a eu des ballons qui ont été difficilement amenés dans l'axe. Et Mega et Panicelli ont eu du mal à recevoir des ballons. J'ai trouvé que Metz avait bien défendu, plutôt, non? Mais déjà, il y a Metz qui joue très bas, bloc bas, avec 2 lignes de 5 quasiment. Et un système qu'on n'avait jamais vu. 2 pointes, c'est la première fois que je le vois au Racing. Il faut aussi l'assimiler, même si, encore une fois, il y a pas peu de titulaires qui démarrent là, qui ont joué la saison dernière, mais quand jouer à 2 pointes, c'est très compliqué. C'est pas facile du tout. Donc ça, c'était après, j'ai trouvé que le Racing est quand même monté en puissance en deuxième mi-temps, ce que dit Jonathan, c'est vrai. Les entrées m'ont fait du bien. Alors moi, j'aime pas trop l'entrée de Bakwa au départ, mais elle déclenche quand même le but. Tout à fait. Celui qui fait un bien fou pour moi, Nanasi. Nanasi au milieu de terrain, quand il rentre, il donne du gaz, il donne de l'air. Et quand tu sais que tu as très peu de banc de touche sur ce match, et que le banc de touche, il était à l'infirmerie ou encore à Strasbourg, c'est de bon augure pour la suite. C'est ce qui me plaît, c'est que tu as vraiment des possibilités tactiques. Bon, il y a eu le début en Ligue 1 de plusieurs joueurs. En titularisation, nous avons eu Joaquin Panicelli, l'attaquant argentin, Mike Penders, le gardien belge. On l'a dit, le défenseur central danois Lucas Augsberg, Kendry Páez, le milieu offensif équatorien, est rentré. Et il y en a un 5e qui a fait ses débuts.
Ça m'échappe. El Mourabé qui a joué. El Mourabé qui a fait sa première en Ligue 1 après avoir disputé 2 matchs de Coupe de France la saison dernière. Donc là, voilà, il y a beaucoup de nouveaux, un mercato incroyable. Nous avons eu la confirmation et l'officialisation il y a quelques instants de la 15e recrue du Racing Club de Strasbourg, qui est un milieu portugais, Rafael Luiz. Ça fait 15 recrues en comptant les options d'achat levées et le retour de Mamadou Sarr. Ouais, et puis là, c'est une option d'achat, c'est-à-dire que c'est un club qui n'est pas juste là pour une saison. S'il est bon, le Racing va l'acheter. Et franchement, c'est un mercato qui est juste hallucinant, en fait. Enfin, nous, on n'a jamais vécu ça. Je crois qu'on a dépensé autant en un an que sur les 20 dernières années. Donc, c'est un truc de malade. Et moi, j'ai encore du mal à m'y faire. J'étais très inquiet sur le nombre de nouveaux joueurs, parce que tu as quand même les préliminaires de la Conference League qui arrivent tout de suite en début de saison. Et la crainte, c'est que tout le monde ne soit pas prêt. Mais, il va falloir être patient, je pense, parce que quand tu as tellement de nouveaux joueurs, c'est très compliqué à mettre en œuvre, tu vois. Donc là, il va falloir être patient. Ouais. Je pense que ça risque d'être un peu tatillon là, sur les premiers matchs. Mais par contre, j'espère quand même que ça va pas être comme ça chaque été, parce que 15 joueurs, franchement. Mais il fallait renouveler. L'année dernière, on n'avait aucun banc de touche. C'est ça, ouais. Non, mais ça, on est d'accord. Mais j'espère vraiment que. Là, on a quasiment pas tous les étés. On a quasiment doublé presque tous les postes. Tous les postes sont... Mais là, tu as acheté une deuxième équipe. Mais on n'est pas à l'abri de voir des départs encore. Attention. Ah, j'étais sur moi encore. Qu'est-ce que ça vous inspire, 15 recrues? Est-ce qu'on se dit que tous les postes sont réfléchis, que c'est diablement intelligent de recruter autant de joueurs, ou alors on s'inquiète parce que c'est un petit peu la foire à tout va, la foire à toutes les arrivées. Comment vous percevez ça? Je pense que c'est réfléchi et je pense que le club et les investisseurs montrent clairement leurs ambitions. Là, ils ne sont pas là pour jouer. Donc, l'année dernière, c'était la première saison où on a accroché l'Europe. Là, cette année, il faut confirmer. Donc là, ils ne sont pas là pour faire de la figuration. Maintenant, attention à ne pas tomber dans le Chelsea bis avec 42 joueurs professionnels et on sort du coup de cet état d'esprit, cette âme qui est un peu dans l'équipe. C'est ce qui faisait un peu notre force aussi l'année dernière. Cette insouciance, ce groupe collectif qui sortait ensemble, qui buvait des verres ensemble, qui dansait ensemble. Donc attention à ne pas non plus créer un truc différent avec 25 joueurs qui ne se connaissent pas bien. Et la concurrence, j'espère qu'elle va rester saine parce que quand tu as 25 joueurs, tout le monde veut jouer. Donc forcément, il y aura des déçus, donc des tensions. Donc attention à ça, c'est ma vraie crainte, moi, aujourd'hui, si on a vraiment un groupe aussi étoffé. Julien Conrad, ce mercato dense, qu'est-ce qui t'inspire? Moi, je vais souffler le chaud et le froid parce que je suis intimement convaincu que le recrutement, il a été vraiment ciblé. On n'a pas pris pour prendre, en fait. Les profils qu'on a pris sont soit atypiques, soit complémentaires. Donc là-dessus, je suis plutôt rassuré. Après, 15 nouveaux, ça fait vraiment beaucoup. Franchement, non, mais honnêtement, ça veut dire que tous les week-ends, tu as 6-8 mecs qui joueront pas. Et c'est ça qui va... Alors, tant que tu es en Coupe d'Europe, tu t'en fous, tu vas enchaîner tous les 2 ou les 3 jours, tu vois. Je suis content d'avoir, je pense, un recrutement intelligent. Mais pour moi, il est un peu trop élevé en termes de joueurs. Ça fait beaucoup de nouveaux noms à retenir, n'est-ce pas, Momo? Ah ouais, là, on n'a pas la ramasse. Mais ça va venir, ça va venir. Ça va venir. Parce que Andrew Omobamidele attend toujours qu'on prononce bien son nom. Parce que là, t'en as eu d'autres, Momo. Il va y avoir Maximilian Oyedele, Ishe Samuel Smith. Il va falloir te faire une liste. Oyedele et Obamidele, c'est pas la même famille? Non. Malheureusement pour toi, non. Non, faudra te faire une fiche. Pour que tu aies les bonnes prononciations. En face, messieurs, que vous inspire ce mercato large à 15 arrivées? Moi, je trouve que c'est intelligent, parce que quand on voit l'année dernière, justement, il n'y a pas de profondeur de banc, et on l'a senti sur plusieurs matchs, et notamment sur la fin de saison, qu'il n'y avait plus de solution. Par rapport à ça, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours minimum 2, 3, 4 blessés, ce qui est le cas actuellement. Si tu n'avais pas de profondeur de banc, tu mets qui à ta place? Et l'autre point, c'est le club a clairement dit qu'il voulait gagner la Conference League. Il la joue pour gagner et aller le plus loin possible. Tu peux pas jouer la Ligue 1 et l'Europe 3 jours après, en tout cas avec des intervalles aussi courts, sans avoir un changement au niveau de l'équipe. Donc c'est clair, ça va faire des remplaçants. Il y en a qui vont jouer peut-être plus de matchs d'Europe, d'autres la Ligue 1, en fonction des matchs et des affiches. Mais je trouve ça très bien. Jonathan. Mais en fait, c'est ce que je disais, j'espère qu'on ne va pas le vivre tous les étés, mais par contre, tu étais obligé, là. Ouais. Tu ne peux pas jouer 2 compétitions en restant avec un groupe aussi restreint que l'année dernière. Surtout qualitativement, en fait, c'est ça, surtout parce que si ton groupe il est large, mais que tu n'as que 12 joueurs, comme l'année dernière, qui peuvent vraiment prétendre à une place de titulaire, tu te mets une balle dans le pied. Donc non, et je suis pas inquiet parce que je trouve que franchement, là, c'est la 3e saison maintenant avec depuis Bluco. Franchement, on peut critiquer la multipropriété et ça, c'est encore un débat totalement à part. Mais ce qui est fait avec le Racing Club de Strasbourg, enfin, je vois pas ce qu'on peut aujourd'hui encore, je vois pas ce qu'on peut vraiment reprocher, quoi. Les joueurs qui sont partis, franchement, on n'en a pas encore parlé, mais pour moi, Diarra, le prix auquel il a été vendu, mais c'est un hold-up. Je suis désolé. Moi, je m'attendais à 20 millions maximum. Et là, tu as des offres sur des bas à 30 millions.
refusé. Enfin, je sais pas si on se rend compte, en fait. C'est pour ça que j'ai un peu du mal sur le fait que on critique les dirigeants et que de notre côté, on garde vraiment nos meilleurs joueurs actuellement. Et c'est le côté rassurant, c'est ça en fait. C'est le fait que t'es pas vendu 15 millions et Diarra à 17, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, tu peux te permettre de les garder et ils restent. Ouais. J'ai pas vu Bakwa hier faire la gueule, tu vois, par exemple. Donc c'est le côté rassurant. Maintenant, on est au début de cette... Nous, on connaît pas ça. Va falloir s'y faire. De toute façon, c'est toujours. On en a parlé. On revient. En fait, on revient à la saison comme on l'a terminée. On ne sait pas. Hein, mais dans 10 ans. Mais en fait, c'est comme ça avec tous les projets sportifs, en vrai. Hein. Je veux dire, avant, on savait pas non plus de quoi était fait l'année +2, +3. Donc en fait, on est dans la continuité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu commences ta saison par une victoire. Tu as un match de Coupe d'Europe qui arrive. Tu as un groupe qui est vraiment allègrement renforcé. Mais quand tu parles de vente à 30-40 millions d'euros aujourd'hui au Racing, c'est quand même surréaliste. Et deuxièmement, ça permet de rassurer un peu les ambitions du club, parce que c'est ce qu'ils voulaient faire en arrivant. C'était faire une Dortmund bis, c'était faire un Monaco bis, c'était de révéler des jeunes talents et de les vendre au prix fort. Ça fait 1 an et ça fonctionne déjà, donc c'est quand même prometteur pour l'avenir. Ça prouve qu'il y a des ressources dans cette équipe qui vont pouvoir se vendre à des sommes incroyables. T'as vu ce qui manque hier, quoi. Il manque Moreira, il manque Doué, il manque Homo Bamidele. Il y a Doucouré qui est à l'écart. Doucouré qui est à l'écart. Panicelli vient d'arriver. Après, t'as des mecs qui viennent d'arriver, quoi. Je veux dire. Et puis les 2-3 milieux de terrain. Enfin, moi, les noms, je suis désolé. Il va falloir un peu de temps là, pour me. Pour le moment, ça va. Les joueurs qu'on a vus, hormis Panicelli et Penders, on a à peu près tous ceux qu'on a déjà vus la saison dernière, si j'ai pas de bêtises. Samuel Amoameyo, il était déjà là. Et puis, t'avais dans le jeu une ambition, parce que hier, on en discutait entre nous. On finit avec 2 défenseurs. On finit avec Augsberg et Sarr. Avec Barco qui est monstrueux, hein, quand même, la parenthèse. Voilà, on est reparti pour ton joueur préféré cette saison, Barco. Hier, il n'y a même pas photo, quoi. Parce que Petrovic n'est plus là. Et tu finis avec 2 récupérateurs qui n'en sont pas. Nanasi et le Maréchal devant la défense. Jamais de leur vie, ils ont joué 6 devant la défense, quoi. Et tu finis avec 5 mecs offensifs. Quand on a vu ça au Racing? Qui a vu ça? Personne. Donc il y a une vraie ambition dans le jeu aussi, qui a assumé, je pense. Parce que hier, aller faire match nul à Metz, en soi, c'est le premier match, c'est pas dramatique. Mais par contre, avec les ambitions du club aujourd'hui et l'investissement qui a été fait, ça aurait fait tâche, clairement. Mais maintenant, donc il faut falloir confirmer aussi. Hein. Donc la pression est différente cette année. L'année, on n'était pas attendu, cette année, on l'a attendu. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Ouais, oui. Quand tu as mis 100 millions d'euros en mercato, tu n'as pas le droit à l'erreur. Mais tu es le club qui a le plus acheté. On va réussir à gérer maintenant cette pression et. Mais t'imagines si on nous avait dit un jour qu'on allait être le club qui a le plus investi dans un mercato d'été. Moi, c'est la vente qui m'impressionne, parce qu'on avait toujours un plafond de verre. Tous les bons joueurs qu'on avait partaient à 15 millions. Ouais, 15. Il y avait 15 millions, il n'y a jamais eu 16 ou 17 millions. Non, c'est 15 millions, pas plus. Simakan, Aoulou. Et ouais, c'était rageant. Et là, non, 30 millions, tu refuses. Wow. À titre de comparaison, Metz, c'était 3 millions de recrutement sur le dernier match. Donc quand même, le fossé qui se creuse. Après, il faut que ça paye, comme tu dis. C'est bien. Maintenant, la pression est montée d'un cran quand même, quoi. Je dirais, mais j'ai l'impression que les joueurs... Parce que moi, justement, c'était ce que je me suis fait comme remarque. Je me suis dit, 80e, on est toujours 0-0, on n'arrive pas à faire la différence. Et tu t'attends à avoir des mecs un peu agacés sur le terrain, et pas du tout, en fait. J'ai l'impression qu'on jouait comme si on menait 1-0, tranquillement. Et je sais pas. Mais quand ton coach, il met à chaque fois un gars en plus... Tu montes le bloc, tu mets à chaque fois un attaquant en plus. Ça te donne aussi envie de jouer au foot, quoi. Tu vois, parce que, alors je vais pas citer d'entraîneur ou quoi, mais il y a quelques années, on aurait rentré un défenseur pour pas perdre. Oui, c'est clair. Tu vois, et là tu rentres un attaquant en deuxième. On peut les citer parce qu'il n'y a pas de honte. C'était Thierry Lauré, même encore avec Patrick Vieira. Stéphane était pas trop comme ça, mais parce qu'on était aussi sur une saison de dingue. Hein. La saison suivante, c'était pas la même. Donc oui, effectivement, c'est encore. Il y a une ambition sur le terrain qui se voit. Maintenant, il faut que c'est le premier match. Hein. Et sur la fin de saison l'année dernière, enfin début de saison pardon l'année dernière, si ça se trouve ce match tu peux perdre encore 2 points parce qu'il lâche tout. Et ça a complètement changé cette année aussi, où je trouvais qu'il y avait une réelle maturité défensive en tout cas, et sur la récupération et les relances là, comme tu dis, moi je l'appelle Verratti, notre petit Roukmout, il est phénoménal. Non mais incroyable, vraiment. Alors, on s'excuse auprès de tous les roux qui nous regardent, mais... comme Julien, moi, c'est mon joueur préféré. Il est phénoménal. Il a le feu, quoi. Si. Mais il est... Marco, en fait, il joue comme un mec qui a 15 ans de Ligue 1, en fait. Ouais. Il a une expérience dans le comportement, dans la gestuelle. Il compense, il est... Sur le but...
tout le monde s'est parce que le but est beau, le centre de Barco est beau, mais la passe de Barco elle est incroyable. Et il a fait la même l'année dernière. Je suis en train de chercher le match, la même il avait faite, pareil. Mais je trouve que justement il y a plein de jeunes joueurs aujourd'hui qui ont cette attitude, même Emega, t'as vu l'attitude sur le terrain. En fait c'est un leader, c'est un putain de leader aujourd'hui. Ce brassard de capitaine, j'ai l'impression que ça le transcende encore un peu plus. Parce que en plus il est pas, pour moi il est pas protégé. Hein. Parce que t'es pas à l'abri de revenir avec une pointe, et là, il y a match entre les deux. Après, ils n'ont pas le même profil. Moi, je le vois comme ça, tu vois. Moi, je ne vois pas continuer Roseneur avec deux attaquants. Vous pensez pas? Non. Moi, je le vois comme ça aussi. Ouais, je sais pas. Un des deux qui va. Non, parce que son système à Roseneur, il est fait avec 3 centraux. Oui, je suis d'accord. Et un 9,5 qui tourne autour, et 2 faux ailiers. Et hier. Alors, est-ce que Panicelli. Après, il va la tester pendant plusieurs matchs. Tu vois, je le vois pas arrêter dès jeudi. On verra jeudi. Jeudi, dimanche, tu auras 2 matchs. On verra. Ouais, moi, je mets une pièce sur que je pense qu'on jouera qu'une pointe les 2 matchs. Et peut-être pas avec Emega ce week-end. Enfin, ce jeudi, je sais pas. À voir. Mais en fait, là, on est dans des vraies questions qu'on avait plus depuis un moment. Tu vois, et pourtant, t'es que sur des préliminaires. Mais maintenant, t'as un cas de gestion sur 2 semaines. Hein. Bah, c'est pas tout de suite, il faudra que les joueurs reviennent. Je pense pour vraiment avoir ce turnover. Là, il manque encore du banc. Mais tu fais quoi? Tu remets Emega et Panicelli, t'as un match de championnat derrière. Enfin, on se souvient que l'année dernière, on avait mis beaucoup de temps à trouver l'équipe type, la stature du club, de l'équipe. Cette année, je ne sais pas comment ça va fonctionner, mais l'année dernière, ça a quand même ronronné pas mal au départ. Une fois qu'il avait trouvé son équipe type, c'était bon. À 2-3 joueurs près, on avait vraiment le stature. Là, cette année, compliqué, quoi. Mais ça va être bien, parce qu'il y a justement les matchs européens. Parce que ça permet vraiment de tourner. Et en plus, ils vont garder du rythme, tous, dans le jeu, quoi. C'est que même si tu fais tourner d'un match à l'autre, ben, en fait, ils vont tous avoir 30, 40, voire même plus 60 minutes de jeu. Parce que là, sinon, ça fait pchit. Ouais. Moi, c'est ça, en fait, la crainte que j'ai, quoi. Mais franchement, si on n'arrive pas enfin, avec tout le respect que j'ai pour Brøndby, si on n'arrive pas à passer là... Les amis, on va mieux rester à la maison. Gardons nos vieilles bonnes habitudes et procédons chronologiquement. La projection sur le prochain match, ce sera tout à l'heure. Pour le moment, nous sommes encore sur l'analyse du match de Metz et Julien qui a commencé à parler de jeu, justement cette première période contre Metz, les premières 45 minutes de cette saison. Comment vous les avez jugées? On a eu un match plutôt fermé, haché par des fautes au départ, pas beaucoup d'occasions, mais un Strasbourg qui a quand même dominé avec ballon. Elles sont maîtrisées. Hein. Collectivement, elles sont maîtrisées. Dans les circuits de passe, c'est déjà acquis, tu le vois. Et il n'y a pas de panique, en fait. Tu joues contre un mur, la balle, elle revient, mais à chaque fois, en fait, il y avait un temps de récupération vachement court. Ça, c'est des stats, je ne sais pas si on peut les avoir. Mais tu récupérais la balle dans les 5 secondes à la perte. C'était assez fou. Et en fait, pour moi, Metz n'a pas existé collectivement. Il y a eu une vraie... Après, il faut passer ce rideau, il faut se faire des occasions. Ça, c'est le cap d'après, mais collectivement, c'était... J'étais pas du tout inquiet sur ce match quand j'ai vu la première demi-heure. Strasbourg a été patient pour faire tourner, parce que quand tu as autant le ballon et que tu as peu d'occasions, c'est qu'au bout d'un moment, tu es patient et tu attends la faille. Ouais, c'est ce que je disais au début. Je trouvais le Racing assez patient et assez mûr. On l'a grandi. L'année dernière, on partait dans tous les sens. C'était un match où on aurait pu en mettre 4 et en prendre 3. Là, non, on est resté patient, sûr de nos forces, avec des principes qui sont les mêmes que l'année dernière. Hein. D'ailleurs, les relances de derrière, on les a pas oubliées. Hein. On sent vraiment qu'on est sur la même philosophie de jeu que celle de l'année dernière, clairement. Et ensuite, on est monté en puissance au fur et à mesure du match. On a commencé à développer notre jeu, mais au début, on était dans une forme d'observation, mais on était quand même toujours assez compact en première mi-temps. Et derrière, après, sur les côtés, on a fait la différence. En parlant des relances, Mike Penders, les amis, qui a fait ses débuts avec le Racing en match officiel. Boris, comment tu l'as trouvé à la relance? Moi, j'ai vraiment aimé, parce qu'en fait, Petrovic, moi, ce que j'aimais pas avec Petrovic, c'est simplement les relances au pied, où quand ça devenait trop dangereux, il continuait à... Il fera les mêmes, Penders, hein. Prépare-toi. Ben non, je trouve pas, justement. Mais il aura les mêmes consignes. C'est les consignes. Tu verras. Ouais, mais il y a eu 2 actions où, justement, à la place, c'était un peu chaud, il a dégagé. Et ça, Petrovic, l'année dernière, il le faisait pas. Et c'est juste ce petit truc, et je l'ai trouvé hyper confiant. Il y a une grosse différence entre l'arrivée de Petrovic et l'arrivée de Penders. Petrovic, quand il est arrivé, il savait pas, c'était pas son style de jeu, pas du tout. En fait, Roseneur le dit, je sais plus dans quelle interview, que en fait ils ont pris Petrovic à la vidéo. C'est qui m'a envoyé. Je sais. Quelqu'un, on a un suiveur de l'émission qui m'a envoyé la vidéo. Elle dure 1h15. Oui, c'est sur RMC. Où l'entraîneur des gardiens explique que quand Petrovic arrive, il est limite pas bon au pied. Et en fait, il lui rentre dans le crâne qu'il va devenir bon au pied. Oui. Et c'est devient le gardien de Ligue 1 qui touche le plus de ballons, je crois, au pied. Tout à fait. À la fin. Penders a été cherché pour ça. Penders, c'est sa qualité. Tu vois, la différence, elle est là, en fait. Mais il y a encore une différence entre les deux, c'est que Petrovic ne voulait pas venir à la base. Oui, c'était un peu une punition pour lui au départ. Ça ne veut pas dire qu'il était très bon. Moral, etc. Il était très fermé. Alors que Penders, c'est un choix de carrière carrément confirmé. Mais c'est déjà un gardien connu pour son jeu au pied.
alors que Petrovic ne l'était pas en fait. C'est pour ça qu'on a tous tremblé en début de saison. Mais tu verras qu'il y aura les mêmes situations chaudes. Je ne vois pas que ça ne changera pas, je pense pas. En tout cas, on est quand même dans le même style de gabarit, de grands joueurs aujourd'hui, les gardiens 2.0, comme on les appelle. Et moi, je le vois un peu comme les gardiens allemands, avec une envergure, comme les gardiens belges aussi, qui sont une référence aujourd'hui dans ce domaine-là. Moi, d'ailleurs, je l'ai vu chez moi à l'ambassade, et j'ai été impressionné par sa carrure, vraiment. C'est un profil assez à la nageur, un peu avec un dos en V, très grand, très, très imposant. Donc l'envergure, elle est quand même intéressante. Je pense qu'il va nous faire du bien. Même si ça va être difficile de faire oublier Petrovic. Mais en fait, tu ne pourras pas les comparer. Parce que Petrovic est beaucoup plus tonique, puis il va aller beaucoup plus vite au sol. Là où Penders, il va avoir une envergure, c'est un albatros en fait. Alors, Petrovic était un chat, et là maintenant Penders c'est un albatros. En fait, t'es un enfant, donc tu connais. 1906. Mais non, mais si vous vous souvenez à l'époque, le gardien qui s'appelait Pelé, qui jouait à Toulouse, et après il est parti, je sais plus où il était, un jeune gardien prometteur qui s'est fait un mal de dos, mais c'est pas lui, à 10-15 ans, on l'appelait l'albatros. Parce qu'il avait une énorme envergure. C'est pour ça, non? Non, pas du tout, il est à Toulouse, mais je vais retrouver. Mais Penders, c'est plus un. Attention, il l'appelle le mini Courtois en Belgique. C'est un Courtois Neuer, là où Petrovic est plus tonique. C'est pas Il a quel âge, 19? 20 ans désormais. C'est 15. Hein. D'ailleurs, la moyenne d'âge d'hier, on en parle. C'était la moyenne d'âge la plus basse, il me semble, dans l'histoire. Le Racing est devenu la première équipe de l'histoire des 5 grands championnats à aligner un 11 avec 100% de joueurs nés en 2000 ou après. Ouais, mais moi ça me choque pas parce qu'on est en 2025 quand même en fait. Hein. Ça laisse un battement de 25 ans. Hein. Enfin, non, ce qui est ça vous perturbe, moi pas. Il n'avait pas un au-dessus de 25 ans en fait. Ouais, mais regarde, et d'ailleurs on pourrait même en faire un article dans les prochains jours pour ceux qui ne regardent pas l'émission. Je regardais la grande épopée du FC Nantes en 1995. C'était quoi l'âge moyen de l'équipe? C'était jeune, ouais. Mais c'était une anomalie à l'époque. 23 ans. Ouais, mais ils ont construit comme ça avec des gamins et ils ont tous grandi ensemble et ils ont fait un carnage à l'époque en Ligue 1. En première division à l'époque. Messieurs, en première période, un seul tir cadré pour le Racing, l'œuvre d'une reprise de volée de Félix Le Maréchal, et au départ, un coup franc d'Emmanuel Emega. Ouais, mais ça... On peut en parler. Hein. Déjà, étonnant qu'il le tire. Je pense pas que ça soit sa spécialité aujourd'hui. En plus, c'est le seul gaucher sur le terrain. Ouais, il y a Marco. Ouais, mais bon, je le voyais quand même... Au début, quand j'en ai parlé avec quelqu'un aujourd'hui encore en off, et on se disait, mais soit c'est un leurre, c'était une feinte, c'était quoi? Et finalement, on le voit tirer. Et... Grosse surprise, moi je ne le voyais pas tirer non plus. J'étais au stage en Autriche, pardon. J'ai assisté à toutes les séances d'entraînement, et sur les séances dédiées aux coups de pied arrêtés, ce sont Félix Le Maréchal, Pape Demba Diop et Samir El Mourabé qui ont frappé les coups francs. Et Mega était blessé à ce moment-là. Plus étonnant alors du coup. Donc aucun négocié. Mais bon, on sait que la finesse technique, c'est quand même pas le point fort des Mégas. Ouais, c'était assez étonnant de le voir tirer. Ouais, clairement. Ça fait partie du nouveau rôle qu'il a en tant que capitaine, peut-être. Maréchal, c'est pas le fait qu'il le frappe, c'est comment il le frappe. En même temps, désolé, mais hier, tous ceux qui ont tapé dans le ballon, à un moment donné, je sais pas si on a changé de balle cette année en Ligue 1, ou s'ils ont mis du sable à l'intérieur. Quand t'as pas demi d'élan, c'est compliqué de cadrer, quoi. Mais s'il y arrive. Les centres. Non, mais on est d'accord. D'ailleurs, il est droitier ou gaucher, Mega? Il est gaucher. Ah, c'est sûr. Il est les deux. Il est les deux, hein. Ça peut... Il est ni l'un ni l'autre. C'est Dembouze du Racing. C'est Dembouze du Racing, ça. Il a failli marquer de la tête. Moi, je suis quasiment sûr qu'il est gaucher. Sur le premier centre. Il a failli marquer de la tête. Tu vois, sur le premier bon centre et sur le deuxième bon centre, on fait but. Oui, tout à fait. 64e minute, c'est un sauvetage sur la ligne après une tête des Mégas. C'est le premier des deux centres qui a trouvé preneur. Le gardien n'a pas bougé. Hein. Oui, il était complètement battu. Et il manquait pas de visibilité, rien. Hein. D'ailleurs, on est en train de se mettre la seconde période à la bouche, donc on va passer après un court intermède, bien sûr, avec nos sponsors, nos partenaires qui nous accompagnent encore cette année. Vous le connaissez sûrement si vous êtes un habitué de l'émission, c'est le Palatin. Le Racing a mis beaucoup de temps avant de trouver la faille en seconde période et l'a finalement trouvé à la 86e minute. On le disait au départ, un ballon par-dessus de Valentin Barco, un centre depuis la gauche de Dylan Bakwa et une tête arrêtée de Joaquin Panicelli. Messieurs, qui donc, pour sa première en Ligue 1, inscrit son premier but sur son incontestable point fort, le jeu de tête. Et bizarrement, on n'a pas de centre de tout le match.
Non, mais c'est quand il pense. Bah, Emega, c'est pareil. 2 mètres. Après, comme dit, les centreurs, t'es pas là. Mourira qui centre, évidemment, t'es pas là. Doué aussi. Doué, Bakwa, ils étaient pas là. Donc, mais c'est vrai que même Nanassi. Quand t'as un joueur qui a un tel potentiel à la tête, il faut ramener les centres. C'est dommage. Mais par contre, il met un coup de boule. C'est à l'arrêt, comme tu dis, quoi. J'aimerais pas le prendre. Et il la place. Et il la place parce que tu vois exactement où il va la mettre. Il arrive à mettre de la puissance parce que le centre, c'est pas un centre tendu. C'est une espèce de louche, ouais. Et il met de la puissance. Bon, ça va gagner. Bon. Non, moi j'aime bien. Panicelli, il y a son jeu de tête, il y a la débauche défensive qu'il a aussi sur le jeu sans ballon. Ça a tout l'air d'être un sacré client quand même. Moi, c'est le genre de joueur que je kiffe. Il a tout. Je pense qu'il a tout dans le combat, dans la combativité. Il a l'ADN des Argentins déjà pour commencer. On le voit déjà. Je pense que Barco et lui, ça va faire mouche. Et non, il a cette grinta qu'on aime tous. Et je pense qu'il va se mettre la méno assez vite dans la poche. Parce que c'est pas un mec qui va tricher, c'est pas un mec qui va calculer ses efforts. Je pense que c'est le mec qui va tout donner de A à Z, du début à la fin. Il va pas tricher. Et le jeu de tête, c'était vraiment le point faible de l'équipe. On l'a aujourd'hui. Mais moi, j'ai hâte de le voir en pointe seul une fois pour voir ce que ça donne. Messieurs, vos impressions sur Joaquin Panicelli, son jeu de tête, il va falloir s'habituer à le voir très régulièrement, qu'il soit décisif de cette façon. Comment vous l'avez trouvé ? Moi, top. Moi, c'est le comportement aussi que j'ai bien aimé d'Emega et Panicelli sur tout le match. Où en fait, un attaquant de pointe, c'est souvent le chieur sur le terrain qui fait que râler. Et en fait, ils n'ont pas reçu beaucoup de balles. Et ils étaient tout le temps à chercher, à proposer des solutions, à être à l'appui. Et derrière, ils marquent. C'est juste ce qu'on lui demande. Et je pense qu'il y a plus d'un attaquant qui aurait baissé les bras ou qui aurait pété un plomb parce qu'aucun centre n'arrive. Et c'est pas évident ce genre de match pour un numéro 9 quand tu as peu de ballons à exploiter. Il faut que tu restes concentré tout le match pour que dès qu'il y en a une un peu plus exploitable, ça finisse au fond. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai adoré vraiment son comportement de rien lâcher. Tu vois qu'il était focus sur l'équipe, sur le match. Et ça, c'est rare quand même. Quand tu vois les attaquants aujourd'hui, tu as toujours un comportement un peu différent. Alors, je vais pas dire de la nonchalance, mais je sais pas, toi, t'es coach, tu as peut-être dû voir comment les neufs étaient, mais là, tu voyais vraiment qu'ils étaient... Il y avait autre chose, quoi. C'est un comportement, moi, qui me plaît. Pourtant, on voit une ou deux fois, on voit Emega pas s'agacer, mais tu vois qu'il est... Il n'a pas de ballon, en fait, après un mi-temps. Et on lui donne pas. Ouais. Et dans les deux, c'est lui qui restait le point de fixation et Panicelli qui décrochait beaucoup. C'était vraiment comme ça. Et quand tu passes 45 minutes sans ballon, il y a de l'agacement, mais tu vois, il vrille pas. Rester. Ouais. Mais tu as les deux joueurs, je trouve, qui ont... d'ailleurs, tout le monde a un peu le même discours déjà de la saison dernière, de dire on joue pour l'équipe. Et c'est vraiment la sensation qu'ils donnent quand tu regardes les bonhommes, tous individuellement. Il y a un vrai esprit collectif et c'est ce qui est super agréable. Mais Panicelli était exemplaire hier, mais au même titre qu'un Emega, qu'un Augsberg. Pour moi, hormis un ou deux joueurs qui étaient un peu moins bien parce qu'il y avait des déchets dans les passes, je pense notamment à Abdul Ouattara ou même à El Mourabé au fil de la rencontre, tu vois. Mais je trouve qu'il n'y a personne qui était en dessous, vraiment en dessous. El Bourabel, je pense qu'il baisse à un moment donné parce que la différence de rythme, en fait. J'ai eu l'impression que physiquement, il a vite un peu. En fait, il a été très très bon pendant la première demi-heure. C'était même celui qui touchait. En fait, j'étais surpris, c'était le patron du milieu de terrain, alors que tu as les Maréchal à côté, tu as Barco. Ouais. Et je pense que l'intensité, la Ligue 1, il vient quand même du N2, N3, Bourabel, même s'il a les capacités pour aller jouer plus haut. À un moment donné, tu descends, quoi. Et ça a été une bonne première quand même. Mais moi, j'étais quand même surpris par nos matchs de préparation. Tu vois, on n'a pas fait d'émission, d'habitude on fait toujours une ou deux dans la prépa, et je trouve que nos adversaires, en fait, la sélection des adversaires, je la comprends pas trop, tu vois. On n'a pas joué de club de Ligue 1 déjà pour commencer. Alors, je crois que la saison dernière non plus, on n'avait pas joué. On n'en a jamais joué des clubs de Ligue 1 en préparation. Ah si. Avec Loré, on en jouait toujours un ou deux. À l'époque, c'était Reims et Dijon de manière assez régulière, chaque saison. Mais au-delà de ça, je veux dire, c'est que hormis on joue Mayence qui. Galatasaray. Ouais, mais Galatasaray. C'est pas le même style de jeu. Tu vois, je veux dire. Souvent, tu cherches souvent à jouer deux matchs de ton niveau. Oui. Mayence, pour moi, est de mon niveau. Tu cherches à taper plus haut, Galatasaray est plus fort pour moi sur le papier, et tu veux toujours finir par plus faible. Oui, pour essayer d'engranger un peu de confiance. Tu veux finir comme ça, quoi. Ouais. Moi, je trouve que ça respectait peut-être pas dans le même ordre. Mais là, tu finis sur Mayence, quoi. Ouais, mais t'as commencé par Nancy, tu vois, donc je sais pas. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, j'étais tout petit peu déçu sur les adversaires de la prépa.
Il y a Ambrose Junior qui, je reviens sur le sujet précédent, Panicelli, Emega, qui a évoqué en conférence de presse, bien sûr, l'apport de ces deux attaquants. Voilà ce qu'il a dit, je cite, « Emega et Panicelli sont deux buteurs qui travaillent fort pour l'équipe. Panicelli, notamment, s'est battu pour l'équipe. C'est un super joueur de surface. Sur le but, Emega est au premier poteau et c'est lui qui libère de l'espace au second pour Panicelli. » Ma question est la suivante. Tu as déjà commencé un petit peu à l'aborder tout à l'heure. Est-ce que vous pensez qu'ils vont être en concurrence ou qu'une doublette offensive sera mise en place? Moi, je pense que ça va vraiment... Parce que Rosenior s'adapte aussi à l'adversaire, ça va dépendre aussi de ce que tu as. Mais moi, je serais quand même surpris de voir à chaque match les deux en même temps. Ça me paraît... Parce que là, hier, tu n'avais pas le choix, en fait. Nanasi n'était pas encore... Tu sentais que c'était pas encore au top. Tous les joueurs offensifs n'étaient pas tous là. Donc, tu n'avais presque pas de choix. Comme en charnière, tu n'avais pas le choix de mettre Manga, c'était pareil. Tu étais un peu limité par tes possibilités. Mais quand tous vont revenir en même temps... Moi, je pense qu'il va y avoir une vraie concurrence qui va s'installer. Alors après, il y aura la Coupe d'Europe qui va s'enchaîner, etc. Mais pour moi, Panicelli hier, comme Momo disait, j'aimerais bien le voir seul en pointe. Mais j'aime bien aussi voir Emega en pointe. Donc en fait, on a des problèmes de riches, les mecs. Hein. C'est de plus en plus que ça. Hein. Il n'y en a pas un troisième là qui est attaquant. Mara, mais à mon avis, on ne le verra pas beaucoup. Hein. C'est Kumara qui était sur le banc. Ouais. Le nouveau, là, le portugais, il est quoi? C'est un récupérateur. Ok. Ouais, ça fait du monde. Hein. Donc, mais c'est ça aussi, les clubs qui ont l'ambition, c'est d'en avoir à chaque poste et de doubler chaque poste. Hein. C'est pas d'avoir. Parce que Rosenior, son système de jeu, il est quand même basé à 3 milieux de terrain. Et hier, on a joué en 5-3-2 et ça avait du mal à prendre. On passait pas assez par les côtés. Parce que son espèce de 3-4-3 de la dernière, il faisait du bien parce que t'avais une ligne de 4 au milieu, t'avais Bakwa qui pouvait dézonner sur les côtés. T'as pas pu le faire sur ce système-là. Hier, on a été victime des absents, je pense. Donc à voir. On verra vite là. Maintenant, ça va venir rapidement. Panicelli et Emega. C'est deux profils similaires et en même temps différents. C'est là où c'est paradoxal. Il fallait un attaquant, il fallait clairement un deuxième attaquant. Je m'attendais à un attaquant différent dans le style, qui pouvait justement apporter une touche supplémentaire dans le style de jeu du Racing. Mais maintenant, on a un attaquant qui est également grand, qui est également costaud, qui est bon dans les duels. Je pense qu'en pivot, ça peut le faire également. Je pense que Panicelli, c'est vraiment le renard des surfaces, qui ne va pas en louper beaucoup. Et derrière, on a Emega qui peut des fois prendre en profondeur, des fois pas. Moi, je trouve que les deux ensemble, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Maintenant, à voir, selon l'adversaire, Julien l'a dit, ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais moi, dans le style de jeu, je trouve qu'il y a quand même une similitude. Dans le gabarit, voilà. Après, Rosenior, son système évolue tellement dans le fil du match que finalement, ton 11 de départ, il veut rien dire. Donc, c'est pas parce que tu n'as pas les deux en même temps tout de suite que tu ne peux pas les avoir à un moment donné dans le match. Il s'adapte tellement facilement à l'adversaire et à ce qu'il veut faire que... Moi, c'est là qu'il me bluffe, ce garçon, quoi. Rosenior, il est capable de te sortir un truc du chapeau, là, et de te faire... Parce que hier, il débloque le match, hein. Bakwa qui passe à droite, à gauche, ça débloque le match. Les entrées font du bien. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de logique, en fait, établie à la base. Il n'y a pas de système arrêté. Il y en avait un l'année dernière, mais je ne suis pas sûr qu'on le reverra cette année. Tout comme si on veut jouer à 2 pointes, il va falloir passer à 4 derrière. C'est mon avis. Et encore que... On dit ça, et Mara, ça se trouve, il va être une fois aligné avec un, une fois avec l'autre. C'est ça qui s'est passé l'année dernière. Hein. En plus, là, effectivement, tu as des gabarits qui semblent similaires, même si je ne suis pas persuadé que ça soit pareil. Pour moi, c'est pas les mêmes profils du tout pour moi. Non, mais Emega et Panicelli. Ah oui, voilà. Pas le même moi, profil. Je pense que c'est complètement différent. C'est pas les mêmes déplacements. Et tu en as un qui, physiquement, il va répondre au présent dans l'impact. Emega est un peu plus frêle comme ça. Excellent. Excellent, je trouve qu'il tient de plus en plus debout, d'ailleurs. Mais un Panicelli, par contre, pour le bouger, il va falloir se réveiller tôt. Hein. Moi, c'est l'impression qu'il m'a donné sur Emega, il est plus dans la profondeur. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, voilà. En plus, Emega a ce côté beaucoup plus dans la profondeur. Panicelli, déjà, il est obligé de redescendre, donc il repart de plus bas et tout. Mais c'est pour ça aussi que c'est hyper vite. Hein. Mais c'est pour ça aussi que c'est vachement complémentaire, en fait. Parce que là, on vient de donner le contre-argument sans s'en rendre compte, c'est que finalement, les deux en même temps, c'est propre aussi, quoi. Ouais, et à un moment donné, Emega a fait quelque chose qu'on voyait chez Ludovic Ajorc. Je sais pas si tu as vu, c'est amorti-remise. Tu vois, sans se casser la tête. C'est venu, boum, boum, contrôle, et il a redonné tout de suite à Panicelli. Et c'est exactement ce qu'on voyait avec Ludovic Ajorc à l'époque. Et c'est là où je trouvais que Emega, des fois, dans son jeu en pivot, était un peu en deçà de ce qu'on attendait. Et en plus, il était tout seul. Ouais, en plus, ouais. Je trouve que les deux, moi perso, j'aimerais vraiment les voir jouer cette saison ensemble, les deux. Je pense qu'il y a vraiment une complémentarité à avoir. Et ça j'en suis... En tout cas, je plains les défenses adverses, hein, parce que c'est quand même deux guerriers qui vont charbon, quoi. Là, franchement... Deux profils comme ça. De toute façon, tu vois, les défenseurs, quand ils ont les ballons dans les pieds, ça brûle en face. Ouais, mais là, ça va même pas être dans les pieds, ça va être en deux têtes. Combien de ballons ils ont mis en touche, justement. Après, attention. Et Metz... Je suis pas persuadé qu'il tombe cette saison, et d'ailleurs, je pense que ça serait bien qu'il reste, parce qu'un derby, c'est toujours sympa. Mais c'était Metz.
attendons de voir contre les équipes du top 8, top 9 et tout, voir comment elles vont réagir. Hein, parce qu'on s'est aussi fait surprendre par des équipes sur le papier qui nous semblaient un peu plus faibles la saison dernière. Hein. Ouais, mais ton effectif post-doublé cette année va pouvoir justement te permettre de surprendre. Parce que l'année dernière, on était quand même un peu essoufflé à un moment donné dans l'animation. Tout le monde savait comment jouer le Racing. Mais ça marchait. Hein. Ouais. Là, tu étais capable de sortir 2, 3, 4 systèmes différents, animation. Moi, j'en ai parlé sans citer le système, parce que j'en ai parlé avec Nicolas Seub, c'est ça ? Tout à fait. Avec Vire, on a discuté tactique un petit peu, et j'ai vu les animations. Il m'a montré les animations, en fait. Donc, il m'a sorti son cahier. J'ai vu les animations offensives, c'est du délire. C'est de la science-fiction, le truc. Ça va loin, mais c'est impressionnant. Mais tu vois que c'est hyper réfléchi. Tu vois, en fait, chaque joueur... Pointu, ouais. Déjà, chaque joueur a 2 ou 3 rôles, déjà. Et il y a un marquage individuel sur tout le terrain. Et ceux me disaient, c'est pour ça qu'on est des fois étonnés de voir un défenseur chercher un attaquant dans le camp adverse, et c'est un marquage individuel sur tout le terrain. Quoi. Et en fait, Rosenior a ramené ça dans l'Angleterre. C'est une vraie philosophie de jeu. Mais tu le vois quand Panicelli, à un moment donné, il est quasiment dans tes 16 mètres. Il y a un moment où tu as eu 5 minutes où tu avais un tout petit peu le feu, où Metz avait un peu de grinta. Et Joaquin, justement, il était derrière, essayer de repartir dans les 16 Strasbourgeois. Quoi. Il y a eu un vrai... les balles aussi vite aussi. Ouais. Ça va super vite. Il y a eu un vrai virage qui a été pris tactiquement, et l'équipe réserve joue pareil. Parce que moi, je suis allé le voir à ce moment-là, parce que je lui dis, rassurez-moi, l'équipe 2 joue comme l'équipe 1. Il m'a dit, ouais, depuis cette année, on calque les systèmes des 2 équipes. Le club a progressé en interne, c'est assez impressionnant. Il faut aussi le souligner. Quoi. Il y a un autre jeune, encore plus jeune que Panicelli, qui a fait ses débuts en Ligue 1 et en match officiel avec le Racing, le jeune Kendry Páez. Dans les tuyaux depuis le mois d'avril de cette année. Il commençait à s'entraîner dès avril avec le Racing au Racing Soprema Park. Il devait attendre d'avoir 18 ans pour jouer en Europe. C'est chose faite depuis début mai. Comment vous avez trouvé son entrée ? On sait qu'il y a beaucoup d'attentes et qu'il y a une communauté gigantesque derrière Kendry Páez. Compliqué de juger sur un bout de match, franchement. Alors oui, sur le match contre Metz, il était un petit peu brouillon, il attendait des choses, il n'a pas tout réussi. Mais je ne peux pas me permettre aujourd'hui de juger là sur 15 minutes, 20 minutes. J'attends de voir, mais je pense que les observateurs, les recruteurs, ceux qui connaissent le football, savent qu'il y a un gros potentiel chez ce gamin-là, donc j'ai envie de leur faire confiance et j'ai envie de le découvrir différemment. Il y a un petit peu d'Angelo aussi quand il arrive à l'époque à la Méno. Donc j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. Voilà. Mais là, c'est beaucoup trop tôt pour le juger. Angelo, j'ai l'impression que c'était il y a 10 ans. J'ai exactement pensé à lui, parce qu'il le comparait aussi à Neymar à l'époque. Moi, il est plus à Mohamedo, je trouve. Quand même. Parce que moi, j'ai fait comme beaucoup de monde, je suis allé voir la vidéo YouTube qui circule sur lui. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Déjà, il a une frappe de balle, le gamin, tu te demandes d'où il la sort. Quoi. Il a un missile sur son pied. Déjà, c'est un pur gaucher qui n'a pas de pied droit. Et il a une frappe de balle assez impressionnante. Alors bon, je disais les défenseurs sud-américains, là, je ne sais pas dans quel championnat il jouait, c'est pas la Ligue 1. Il va prendre 2-3 tampons, il va vite comprendre ce qui va lui arriver. Quoi. Mais pour moi, il est plus concurrent avec Mohamedo. C'est le même style de jeu. Parce que la vidéo, je vais la voir, vous l'avez vu ou pas ? On est de retour. Nous sommes de retour en direct du Club 1906. Excusez-nous, c'est la première de cette nouvelle saison et on a déjà des petits problèmes techniques. Évidemment, on fait notre possible pour les résoudre. Nous étions en train de parler de Liam Rosenior, qui entame sa 2e saison, Mohamed Seliti. Je voulais louer à nouveau son travail. Je disais qu'on parlait beaucoup des joueurs, des futures pépites, de la qualité du groupe, mais non, je pense qu'on ne parle pas assez du coach, qui pour moi, c'est vraiment l'élément clé de ce groupe. Et depuis qu'on l'a, on voit réellement la différence dans la mentalité du groupe, dans le système de jeu qui évolue tout le temps. Et il a réussi à créer une osmose et un truc qui s'est créé depuis l'année dernière. Et je pense que c'est vraiment lui qui est à la baguette de tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est vraiment l'élément moteur et l'élément clé du groupe. Messieurs, est-ce qu'on ne commencerait pas à parler de l'Europe dans ce dernier quart d'heure d'émission ? La projection du prochain match. Cette fois, ce n'est pas pour parler de la Ligue 1, mais c'est pour parler de l'Europe, ce doux parfum que le Racing n'a plus connu depuis 6 années. Car après 2019, le Racing s'apprête à retrouver l'Europe et va jouer un barrage européen pour se qualifier pour la phase de Ligue de la Ligue Conférence. Ce sera jeudi à 20h à la Méno contre Brondby. Et non, et voilà. Brondby. Toute l'émission, je m'applique. Aujourd'hui, je m'entraîne tous les jours. Brondby. Je dis Brondby. Brondby. Mais ton D, tu l'oublies, Brondby. Brondby, quoi. Eh bien, allons-y. Villers, Brondby, quoi. Si on respecte même plus la langue, si on respecte même plus l'orthographe des noms des clubs.
Bref, en tout cas, messieurs, il y a beaucoup d'attentes quand même, parce qu'on est enthousiasmés de cette saison. On était ravis de décrocher un barrage de Ligue Conférence la saison dernière. On est ravis d'y être. Ça y est, il y a quelques jours, ce sera jeudi. Bon, on est ravis d'y être et il y a de l'ambition affichée. Hein. On n'y va pas par la petite porte, quoi. L'ambition, elle est là, c'est d'aller au bout. Donc, c'est déjà super. Moi, j'aime ça, en fait. Et puis, il va falloir se qualifier. Moi, je comprends toujours pas les gens qui ont peur de Brøndby, quoi. Non, mais... Et encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour Brøndby... Et tous les clubs de Ligue Conférence, etc. On est tête de série, on est le Racing, on est venu pour aller au bout de cette Coupe d'Europe. Il va falloir battre tout le monde, quoi. Donc, si tu commences à avoir peur du barrage, faut pas y aller, quoi. Très difficile de se projeter, bien sûr. Alors moi, c'est pas de la peur que j'ai contre Brøndby. C'est de la méfiance. Ouais, de la prudence. Mais ça, il faut en avoir, c'est pas pareil. La prudence, de la méfiance, ça reste une équipe qui joue l'Europe chaque année. Pas la Champions League, mais par contre, ils sont habitués à jouer la Conference League, l'Europa League. Ça fait des années que j'entends Brøndby dans les groupes d'Europa League et de Conference League. Donc c'est quand même une équipe qui a l'habitude de la faire. Le retour est à la maison, c'est quand même un point important à prendre en compte. Maintenant, quand tu as mis 100 millions d'euros sur la table, voilà. Tu dis haut et fort que tu veux la gagner, tu n'as pas le choix. Tu vas au bout et tu les défonces. Voilà. Mais prudence, parce que voilà, on est en rodage, l'équipe est encore en train de prendre ses marques. Il ne faudra pas prendre ce match à la légère, c'est ce que j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, si tu analyses les forces en présence, oui, le Racing est largement devant. Largement. Mais attention, le retour est là-bas, on n'est pas à l'abri d'un piège. Gagner 4-0 au retour à 10 contre 11 sur le dernier match, c'est pas anodin. Donc voilà, il faut quand même le mettre dans la tête des joueurs. C'est qu'à derrière, il y a du caractère et je pense qu'à domicile, ça peut être costaud. Même si pour moi, aujourd'hui, le Racing est intrinsèquement largement au-dessus. Prudence, méfiance, mais sûr de nos forces. Voilà. Je vais juste rebondir sur un commentaire parce que je peux pas le laisser passer. Qui dit que c'était le même discours l'année dernière pour les 2 derniers matchs. Bien sûr, et je l'aurai encore cette année, le même discours. L'année dernière, j'ai dit que si on a peur de jouer Le Havre et je sais plus quel. Angers. Et Angers, il faut pas vouloir la Coupe d'Europe. Mais je le redirai là, demain s'il fallait. En fait, c'est pas un discours c'est de l'ambition, quoi, tout simplement. Je le redis face caméra. Si vous avez peur de jouer Brøndby, faut pas aller en Coupe d'Europe. Et d'ailleurs, ça a été le message adressé aux journalistes lors de la conférence de presse d'avant-match vendredi dernier. Emmanuel Emega a dit « On ne veut pas jouer la Ligue Conférence seulement pour y figurer, pour le plaisir, mais on veut gagner. » Ouais, bon, il disait ça sur la Coupe de France l'année dernière aussi. Hein. C'était le discours l'année dernière qu'ils avaient affiché en 32e, hein, dire on veut la gagner. Oui, c'est vrai. Moi, des fois, alors je suis content que ça change enfin de discours, on joue le maintien, moi le premier, mais en fait, t'es même pas encore qualifié, tu veux déjà... Il y a une juste mesure dans les discours. Tu vois, en fait, c'est ça, je trouve que c'est un peu prématuré. J'aurais préféré qu'il attende tes 2 matchs, et pourtant, je l'adore, hein, Emmanuel Emega, mais là, je sais pas. Après, bien sûr qu'il faut respecter les... En fait, le problème, c'est qu'il y a une équipe qui a pas grand-chose à perdre. Nous, on a tout à perdre, là. Quand t'as mis 100 millions, moi, j'ai l'impression que nous, on a tout à perdre, là. Faire ça, c'est compliqué. Hein. Ah ouais. Et je donne pas cher d'ailleurs de l'ambiance qu'il pourrait y avoir à la Méno, quoi. Justement, il disait que l'équipe ne pensait pas du tout à être éliminée, n'avait qu'une seule chose en tête, c'était de se qualifier. Parce que non mais ça, je suis d'accord, heureusement. Ils sont obligés de se qualifier. Avec cet investissement, t'es obligé de le faire, mais ça va être super compliqué, parce que tu vas jouer à domicile, ils vont venir, ils vont mettre un bus. Ça, c'est lunaire, t'es tête de série, tu joues le retour à l'extérieur. Ouais. Alors là, j'ai toujours pas compris le délire du truc. Tête pensante là-haut, là. En fait, oui, mais t'es tête de série. Non, apparemment, il y a le tirage qui définit aussi qui va jouer à domicile et qui va jouer à l'extérieur au premier match. Alors, faut pas faire tableau A, tableau 2, quoi. Oui. C'est ça, en fait, qui est... La seule ombre au tableau, pour moi, c'est le retour là-bas. C'est le seul petit truc qui me dérange un petit peu. Mais sinon, on est là. Mais excuse-moi, moi. Après, cette équipe, elle joue pareil à domicile extérieur. Ouais. T'as vu une différence avec oui. Le Racing l'année dernière? Ah, le Racing, pareil. Ah, pardon. Nous, on joue pareil, en fait. Parce que Brøndby, c'est pas du tout le cas et j'y viens après. Ouais, mais c'est ça. Moi, c'est vraiment Brøndby, justement. Brøndby. T'as pas bien dit. Brøndby. Brøndby. Non, mais après, nous, il faut que. Ce qui est bien, c'est que même ces 2 matchs, ça va être de l'expérience énorme pour les joueurs d'aller se déplacer au Danemark, que l'équipe soit forte ou pas, c'est une autre ambiance, c'est une autre culture et tout. C'est pas une classe verte aussi. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, tu vas pas en colonie de vacances, on est d'accord. Non, mais c'est exactement ça. Donc il va falloir que les mecs soient costauds psychologiquement. Et puis c'est surtout que là, il va falloir qu'on mette le feu à la méno pour s'assurer d'être un peu tranquille au match retour. Parce que franchement, on n'a pas le souvenir. Historiquement, je me souviens pas avoir vécu des matchs un peu tranquilles, quoi. Hein. Donc, ça serait bien si on pouvait se faciliter la tâche. Ouais, mais c'est vrai que ça reste des Islandais en face, mais ils ont. Danois. Non, le match d'avant. Ah. Contre Brøndby. Tout à fait. Ils ont gagné 4-0 à 10 contre 11. Reykjavik. C'est des Islandais, là. Tout à fait. La capitale. Donc, ok, c'est pas. C'est le pays du monde où il n'y a pas de moustiques.
C'est bon à savoir ça. Merci. Ça, c'est bon à savoir. Merci, on est encore dans 30 millions d'amis. Pour quelle raison? Je sais pas. T'aimes beaucoup les animaux, quand climat, même, c'est Julien. climat. Ah, bah vas-y, culture générale. Donc il y a quand même un peu de, ouais, il y a quand même de la ressource chez eux. Donc attention quand même, méfiance. Mais voilà, normalement, logiquement, il n'y a pas de raison. Si on joue notre jeu, Sinon, t'as 25 mecs pour la Ligue 1, ça va être tendu, quoi. Cependant, le discours de Emmanuel Emega, juste pour rebondir là-dessus, c'est un discours que moi j'ai entendu en interne le lendemain du match, face au Havre, quand tu perds. En interne, ça dit, j'ai eu des échos comme quoi c'était déjà l'objectif de remporter la Ligue Conférence. mais Marc Keller le disait l'année dernière sur le plateau, il disait qu'on était là pour la jouer à fond l'année prochaine. Pas pour faire figuration, Il ouais, mais disait- entre dire qu'on n'est pas pour faire figuration. Ouais, face caméra. Non, mais là, il l'a dit et derrière, il met 100 millions d'euros. C'est vrai que Marc Keller, disant ça, alors qu'à l'époque tu joues les préliminaires de la Ligue Europa et pas la Conference League, et qui était déjà beaucoup plus la réserve, là, il lâche les chevaux, tu vois. Marc Keller et le connaissant, c'est assez rare, je veux dire, de le voir afficher de l'ambition haute, en fait, autre que le maintien. Et en tout cas, nous avons peu de certitude sur cet adversaire Brøndby. Non, toujours pas. Brøndby. Le club danois. En fait, Dis le club je danois, crois- tout le monde sait que c'est Brøndby. Je pense l'avoir dit une cinquantaine de fois. On peut avoir les conseils de notre nouveau joueur danois d'ailleurs, Højbjerg. Non, Højbjerg, on va l'appeler. cette émission. Højbjerg. Augsberg. Højbjerg. Augsberg. Si on peut avoir des conseils de sa part. On peut. En danois. Momo reste sur la Guinness, à l'ambassade et aux Dubliners. Et puis, voilà. Des conseils danois, j'en ai eu justement. Je me suis entretenu ces derniers jours avec un journaliste danois qui se nomme Toke Teilad. Et on a produit du contenu pour vous informer, les amis, sur Brøndby. Il y aura pas du temps. Sur Brøndby, pour vous faire connaître un petit peu plus l'historique du club, la forme actuelle, les attentes avant le match contre Strasbourg et l'analyse de son jeu. Nous allons sortir sur Direct Racing, sur nos réseaux sociaux, une vidéo de 5 minutes demain qui explique un petit peu tout ça. Notre entretien également avec ce journaliste qui nous donne des infos non seulement exclusives et évidemment très très détaillées sur le club. Donc voilà, vous en saurez mieux d'ici le match sur ce club danois. Et ça reste un club mythique du Danemark, depuis très longtemps Bien sûr. d'ailleurs. Au même titre que les Copenhague ou autres. On va remettre à l'honneur un de nos partenaires, le Palatin. À l'ère du numérique, l'administratif reste un marathon pour les entrepreneurs. Leader de la numérisation, Numérise présente plus encore pour 39,90 € par mois, sans engagement. Testez gratuitement sur jetzilla.com ou rencontrez-nous à Heurt pour un café démo. Nous sommes de retour et cette fois-ci pour de bon. Normalement, les problèmes techniques vont s'éteindre parce que nous avons réduit la qualité de la vidéo. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, C'est vachement vendeur, ça, dis donc. Ah non, mais moi, c'est surtout que je lis un commentaire de Cédric, et de toute façon, est toujours dans la controverse, et qui nous dit que Brøndby est 10 fois meilleur que Metz, et moi, je suis persuadé que Metz est meilleur que Brøndby. Enfin, Bah, ça en saura dans 2 on le matchs. saura dans 2 matchs. Bien, en tous les cas, demain, une vidéo de 5 minutes pour vous conter l'histoire et l'analyse du jeu de cette équipe danoise. Il y aura, je le disais, notre entretien avec un journaliste danois qui nous livre des explications sur le jeu, sur l'environnement, l'entraîneur, les joueurs marquants et à suivre de cette équipe. Donc vous en saurez davantage. Vous serez fin prêt avant ce barrage aller de Ligue Conférence dont je vais demander tout de suite les pronostics. Chez nous, on va gagner 2-0. 2-0. 3-0. C'est pas le même Momo que l'année dernière. Là. Ouais, là Monsieur, c'est les... comme le Racing. Ah, mais tu dis, ouais, je me méfie. Mais comme tu connais pas l'adversaire, tu peux pas te méfier. Non, Alors, c'est attendez. le Racing. 2-0, 3-0, peut-on anticiper le pronostic fétiche de Boris Coriol quand même? Non, moi je vais rester sur 1-0. Parce que Si t'arrives, Boris? je les vois venir avec le Voilà, bus. Boris. Je Bah, pense non, ils viennent en avion, je crois. Par contre, il y en a avec un bus de supporters. Quoi. C'est bon ou pas ça? C'est validé? C'est nul. C'est bon, c'est pas validé? C'est pas mal. Ce n'est pas trop validé. mal, c'est pas trop mal. Non, franchement, c'est. Je vais pas dire que c'est un match piège parce qu'il faut gagner, mais je les vois venir fermer. Et oui, un petit 1-0 et par contre une victoire là-bas. Et enfin, À nouveau. Défensivement, on est costaud, mais il nous manque des joueurs et je pense qu'on va potentiellement en prendre un, donc je veux dire 3-1. Je pense qu'on va en claquer, mais on va en prendre un. bien, eh bien voilà qui est dit.
Unanime victoire pour l'instant sur le plateau. Eric nous dit 2-1, Dominique nous dit 3-1, Fabrice Martin 3-1, Alexandre 2-1. Que ta blague est nulle, Jonathan. Ouais, Loïc Dorf. Ils ont perdu chez les Islandais 3-0, il n'y a pas de raison, quoi. Ouais. Je me réfère à ça, j'ai pas d'autres... Mais par contre, je suis impatient, je sais pas vous, mais impatient de voir cette nouvelle méno hein, quand même. Ouais, je suis comme un gosse aussi, j'ai hâte. Tu seras? Oui, bien sûr. Par contre, ça va être la teuf pour se garer, quoi. Pourquoi? Encore plus que d'habitude, visiblement. Mais est-ce que ça sera plein? Mais c'est bien, il y a 3000 places pour les vélos. Non, mais est-ce que ça sera plein? Jeudi? Ouais. Je pense pas. Tout le monde y sera? Non, pas moi. Ah ouais, vous serez pas là, vous deux? Quoi? Non. Je suis de garde, j'ai mes enfants, ma femme n'est pas là. Et moi, je serai Momo. Donc, Tu gardes Momo? Qui c'est qui garde Momo si madame, elle est pas là? Non, t'es pas là jeudi, Julien? Si, je suis chez moi, dans mon canapé. Ah, Et dimanche? Dimanche, oui. J'ai déjà 95 km pour venir ici. J'en ai 70 pour aller à la méno. Je vais pas encore en remettre 70 jeudi, quoi. Et si ça plaît pas, c'est pareil. Déjà, c'est pas vrai, tu viens de Strasbourg, donc t'as pas 95 km pour venir là. Je suis pas venu de Strasbourg, je suis venu de chez moi. Ah, t'es venu chez toi là? Ouais. T'es en vacances? Et lis pas les messages, j'ai envoyé un écran GPS. T'es en vacances? Oui. Attends, t'as de la chance, toi. Ouais. Tu reprends quand le boulot? Lundi prochain. Lundi en 8? Ouais, pas celui-là, celui prochain. Quoi. Voilà, quoi. Donc d'où lundi prochain, quoi. Bien, Des messieurs. gens là qui goûtent, non? Non, mais moi, la méno, ouais, je suis impatient et je pense que d'ailleurs, dans le public, ouais, je suis vraiment impatient. Messieurs, on va clôturer cette émission qui a connu quelques pépins techniques. Mais bon, C'est la reprise. Hein. c'est la reprise. Non, mais puis là, C'était. on est en train de tout faire. Boris est en train de faire beaucoup pour nous, donc pour nous offrir encore une fois une. On a racheté un. Et on n'annonce pas encore de nom, mais je pense qu'on peut quand même annoncer le fait qu'on va avoir un consultant de renom pour cette saison, parce que ça c'est important de souligner. C'est quasiment acté. On est dans les derniers la dernière ligne droite, tu vois, avant le prêt avec option d'achat. Donc non, on l'annoncera en temps et en heure, mais en tout cas, on a du lourd qui devrait nous rejoindre pour cette saison. Et c'est l'occasion de vous remercier aussi pour le soutien que vous avez affiché tout cet été malgré l'absence d'émission. J'ai reçu pas mal de messages lorsque j'étais au stage en Autriche pour nous demander quand on allait reprendre, parce que les gens voulaient déjà nous resuivre cette saison encore. Donc merci pour tous les messages. Eh bah dis donc, c'est ton soir. Hein. C'est compliqué. On va clôturer cette émission. Mais merci en tout cas pour tout le soutien que vous affichez pour cette 15e saison de Direct Racing. On va vous remercier d'avoir été là ce soir encore. Voilà, Boris, Jonathan, Momo et Julien. Et je remercie bien sûr Florent Fischer et Elliot et Ingé qui étaient aux manettes de cette émission ce soir. Voilà, on va démarrer cette saison qui s'annonce fantastique avec notamment, pourquoi pas, 6 matchs de phase de Ligue Conférence. Oui, Jonathan. Prochain rendez-vous? Prochain rendez-vous, ce sera vendredi. Non, mais c'est important de le souligner. C'est vrai. On va faire des émissions exceptionnelles le vendredi lorsque le Racing jouera la Coupe d'Europe le jeudi. Alors peut-être qu'il n'y en aura que 2, oui. Peut-être qu'il y en aura 8, peut-être plus, il y a affinité. C'est une annonce qu'on peut vous faire aussi, effectivement. Quand le Racing jouera le jeudi soir, eh bien, on fera une émission le vendredi à la même heure, à 18h30. Donc ça pourra nous conduire, avec le barrage et les 6 matchs de phase de Ligue, à 8 émissions supplémentaires le vendredi. Voilà tout. Peut-être plus. Et peut-être plus, si affinité. Bien messieurs, en tout cas, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce Club 1906. On se retrouve donc non pas lundi prochain, mais ce vendredi pour le débrief de Strasbourg. Bon rugby. Et d'ici là, bonne soirée et à bientôt. Salut.